C'est une victoire contre le sida. C'est la 6e personne au monde à être en rémission du virus du sida. Contaminé par le VIH à l'âge de 17 ans, il est aujourd'hui guéri. Ils sont 6 dans le monde, mais son cas est unique. Bonjour Romuald. Bonjour Sonia. Soyez le Connu sous le nom du patient de Genève, Romuald a fait la une des médias fin 2023. Depuis 6 ans, le VIH qu'il avait contracté est devenu indétectable. Un miracle au niveau personnel que la médecine tente encore aujourd'hui de comprendre. Voici son histoire, où chaque détail pourrait bien constituer un élément explicatif de sa guérison. J'ai contracté le virus du VIH en 1990 et j'ai commencé tout de suite un traitement qu'on appelle une bithérapie. Cela s'est relativement très bien passé, très peu d'effets secondaires et mon corps a tout de suite très bien assimilé ce nouveau traitement. Grâce aux médicaments, Romuald vit bien avec le virus. Il mène une carrière de mannequin jusqu'au jour où il perd la vue à cause d'un glaucome et d'un décollement de la rétine qui ne sont pas liés au VIH. En 2018, sa vie bascule encore. On lui diagnostique une leucémie agressive, un sarcome myéloïde. Pendant 6 semaines, il est hospitalisé pour le préparer à une greffe de moelle osseuse, la seule solution s'il veut s'en sortir. C'est très difficile, très lourd. J'en ai encore des conséquences maintenant. Ça veut dire c'est de la chimiothérapie, la radiothérapie, une chambre stérile, moi je savais pas ce que c'était. Se retrouver tout seul dans une chambre avec peu de gens pour venir me visiter. Quand j'y pense encore, c'est le plus gros combat que j'ai eu à vivre, vraiment. La recherche d'un donneur compatible est lancée. Alexandra Calmy et son équipe de l'unité VIH des HUG y voient une opportunité. Faire d'une pierre deux coups, soigner la leucémie et le VIH en même temps. Et c'est possible. 5 patients auparavant ont reçu une greffe de moelle et ont guéri des 2 maladies. Mais le donneur doit être porteur d'une mutation génétique appelée CCR5 delta 32. Dans les autres cas, les patients avaient reçu une greffe de moelle qui avait cette mutation rare CCR5 delta 32 et cette mutation rare en fait rend les cellules résistantes au VIH. C'est un peu comme si on ôtait la serrure et que le virus pouvait plus rentrer dans les cellules. Yves Chalandon dirige le service d'hématologie des HUG et c'est lui qui est en charge de la recherche d'une greffe compatible. Et pour la trouver, il existe une base de données mondiale de plus de 40 millions de donneurs. Dans un premier temps, on cherche un donneur compatible et on regarde tous ceux qui peuvent être compatibles et on demande dans les différents donneurs compatibles si la mutation est présente. Alors comme c'est pas très fréquent, dans son cas, on n'a pas trouvé la mutation. Il avait une maladie à haut risque et on ne pouvait pas attendre longtemps de chercher cette mutation. Donc on a donné la priorité à la greffe pour la leucémie qui était à risque vital immédiat et il fallait intervenir rapidement. Romuald reçoit donc une greffe sans la mutation CCR5 delta 32. À la suite de l'intervention, il développe la maladie greffon contre hôte, la GVH. Cela se produit quand la greffe n'est pas à 100% compatible. Les cellules souches saines du greffon, du donneur, perçoivent alors le receveur comme un corps étranger et attaquent ces cellules. Cet effet est bénéfique car le greffon va ainsi s'attaquer à la leucémie du patient, mais le revers de la médaille, c'est qu'il va aussi s'en prendre aux cellules saines, aux organes du receveur. On a dû lui donner des médicaments anti-rejet plus puissants. Parce qu'après la greffe, on doit prendre des anti-rejets temporairement. S'il ne développe pas de maladie greffe contre hôte, on peut arrêter après 3 à 5 mois tout anti-rejet. Ce qui n'est pas le cas d'une greffe de rein, par exemple, où vous devez prendre des immunosuppresseurs à vie. Là, on peut les arrêter. Mais quand on a la maladie greffe contre hôte, on doit continuer l'immunosuppression et on doit même rajouter ce qui rend le patient encore plus fragile vis-à-vis d'infections. La maladie greffon contre hôte de Romuald est donc contrôlée. Il entre en rémission de sa leucémie. Quant au VIH, les médicaments antirétroviraux sont en général maintenus après une greffe de moelle.
Dans les rares cas où le traitement a été arrêté et où la mutation CCR5 delta 32 n'était pas présente, le virus a rebondi en moyenne dans les 3 mois. Quand la leucémie était en rémission et que ça allait beaucoup mieux, ma grande peur était que justement le virus VIH en profite pour sortir et se dire « maintenant là je vais l'embêter celui-là ». Romuald garde donc son traitement anti-VIH. Les mois passent, il fait des prises de sang régulièrement. Le virus ne réapparaît toujours pas. Aurait-il donc disparu? Pour en avoir le cœur net, les médecins lui proposent alors de diminuer peu à peu les médicaments. On ne le refait pas les injections, ça c'est le point essentiel. Avec toutes ces simplifications, la charge virale dans le sang était toujours indétectable. Et à un moment donné, évidemment, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est dans la bonne conjonction pour arrêter ce traitement? Et là, on était dans une insécurité, dans quelque chose que personne n'avait jamais vraiment vu. On faisait des prises de sang fréquentes, on lui disait oui, il y a de l'espoir, mais enfin, il n'y en a quand même pas trop. Enfin, c'était très difficile aussi pour Romuald de se positionner par rapport à ce qui était en train de se passer. Et mon souci principal, c'était est-ce que cette prise de risque est acceptable pour le patient? Scientifiquement, c'était intéressant. Mais ça n'a pas d'intérêt que ce soit scientifiquement intéressant si c'est dangereux pour le patient ou si lui le perçoit comme un danger. Au début, j'avais peur qu'on l'arrête parce que pour moi, c'était une certaine sécurité. Je prenais ces cachets depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc, du jour au lendemain, on me dit « Maintenant, vous pouvez arrêter votre traitement », je réfléchis assez quand même pour me dire « Je le fais, je l'ai fait », mais c'est vrai que pendant pas mal de temps, à chaque prise de sang, j'avais peur que le virus émerge. Romuald décide donc de tenter sa chance, et il a raison. Le VIH reste toujours indétectable malgré l'arrêt complet du traitement. Je pense que toute l'équipe, ainsi que moi, étions surpris. Je pense que tout le monde, vraiment, à ce jour encore, ne s'attendait pas à ça. J'ai encore du mal à réaliser ce qui m'arrive, de me dire qu'à chaque examen sanguin qu'on me fait pour tout contrôler, je reste indétectable. Et à ce jour encore, j'ai du mal à y croire. C'est une situation extraordinaire. Et elle est devenue extraordinaire au fil du temps. C'est pas un jour on s'est dit « Tiens, ça, aujourd'hui, c'est extraordinaire ». Non. C'est devenu extraordinaire avec la pérennité finalement de cette charge virale qui restait toujours indécelable malgré l'absence de traitement. Ce succès est le fruit d'une collaboration multidisciplinaire entre notamment Yves Chalandon, Alexandra Calmy et Mathieu Rougemont, le médecin traitant de Romuald. Multidisciplinaire et international aussi, puisque l'Institut Pasteur a apporté son expertise. C'est donc tout un cocon qui s'est formé autour du patient. Donc on n'avait pas un virus très facile, etc. Il faut la prendre, cette chance. Donc décidément un double miraculé, puisqu'il a guéri d'une maladie oncologique qui était difficile à traiter. Il a guéri d'une infection chronique où on n'a pas énormément de cas dans le monde qui sont guéris. 6. À ce jour, la guérison de Romuald n'est pas expliquée, mais les médecins ont plusieurs hypothèses. D'abord, le donneur de moelle avait des cellules NK, natural killer, très robustes. Ce sont des lymphocytes capables de tuer les cellules malades. Ensuite, la maladie greffon contre hôte, la GVH, participe sans doute à la lutte contre le virus. Enfin, le médicament que prend Romuald contre cette GVH peut aussi jouer un rôle. Je pense que ça nous sert de guide pour la suite. Ouais, moi j'ai mis dans mon bureau l'affiche du mois de juillet quand le cas de Romuald a été rendu public. Et franchement, j'ai beaucoup de patients que je suis. Ils me posent tous des questions. Est-ce que ça va être pour moi? C'est pour quand? Alors on discute bien que la greffe, c'est pas pour tout le monde. Mais quand même, ça donne espoir. Hein, ça donne espoir. Mais c'est quand même trop lourd pour le proposer. Le cas de Romuald ouvre des pistes pour la recherche. S'il n'est pas envisageable de tester une greffe de moelle sur un panel de patients atteints du VIH, il serait beaucoup plus aisé de tester sur ce même panel le médicament contre la maladie du greffon.
J'espère qu'on arrivera à faire des essais cliniques qui permettront de mieux savoir si on peut répliquer Romuald ou le cas de Romuald à des patients différents de lui. Moi, je crois qu'il faut être clair, rien n'aurait été possible sans lui. C'est lui qui a pris, qui a été courageux, c'est lui qui a pris le risque, c'est pas nous. C'est lui qui a pris ce risque-là. C'est lui qui a souffert dans sa chair lors de certaines procédures. C'est lui qui a accepté. Moi, je dirais c'est lui qui a pris tous les risques. Je lui en suis très reconnaissante. Je pense que beaucoup d'autres personnes diraient la même chose que moi. Et aujourd'hui, j'aurais juste envie de lui dire merci. Je désirais aussi prendre le risque pour prouver et montrer par rapport à la recherche et à l'espoir qu'il y a quelque chose. Parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, on n'aurait pas pu se projeter maintenant. Il n'y aurait pas eu le patient de Genève si je n'avais pas pris le risque d'arrêter ce traitement en commun accord avec mes médecins. La question persiste pourtant. Romuald est-il guéri du VIH ou en rémission durable? Il ne le sait pas encore, mais pour lui, il a déjà gagné. Toute ma vie, on m'a dit depuis l'âge de mes 18 ans, prenez votre traitement. Jamais un jour je n'aurais imaginé ni même espéré qu'on me dise vous pouvez l'arrêter. Et ne serait-ce que tous les jours, quand je ne le prends pas, c'est une victoire. Donc même si elle dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tous les matins quand je me lève et que je n'ai pas à le prendre, c'est une réussite pour moi, une victoire. Sur le combat d'une vie, d'un parcours et sur la maladie. Salut. Dieu. Toi. Ça va? Et toi? Oui. Nickel. Ça va? José Vidal aurait pu ne pas être là aujourd'hui. C'est entouré notamment de ses 3 enfants, sa sœur et son neveu, qu'il a surmonté une série d'épreuves qui ont fortement péjoré son état de santé. Tout commence à sa naissance déjà. Il est atteint du syndrome de Cartagénaire, qui se manifeste notamment par une maladie des cils vibratiles dans les voies respiratoires. Nos poumons sont tapissés de cils essentiels pour faire remonter le mucus jusqu'à notre bouche, afin que nous nous en débarrassions en déglutissant. Avec le syndrome de Cartagénaire, les cils ne fonctionnent pas correctement et le mucus s'accumule au fond des poumons. Cela engendre un encombrement permanent, comme dans la mucoviscidose. D'accord, ça c'est la maquette. En 2014, José a un accident de VTT et devient tétraplégique. Il a de plus en plus de mal à expectorer. Tous les muscles respiratoires sont en HS. Pour faire ressortir ces sécrétions, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, mon état pulmonaire s'est gravement péjoré à la suite de cet accident parce que je ne peux plus me drainer comme je le faisais quand j'étais valide. J'étais valide, je faisais beaucoup de vélo, je faisais beaucoup de sport. Ça me permettait d'évacuer, ça me permettait de cracher et je n'étais pas souvent malade. En 2018, José développe des surinfections pulmonaires causées par la bactérie Pseudomonas aeruginosa. Il est traité par des antibiotiques, mais les germes deviennent de plus en plus résistants et le traitement de moins en moins efficace. En novembre 2019, José est hospitalisé. J'étais perfusé nuit et jour, 7 jours sur 7, parce que dès qu'on arrêtait les antibiotiques, au bout de quelques heures, je refaisais de la fièvre. Mais vraiment 40-41 de fièvre. Et je suis HS. Donc très fatigué, j'ai plus de force. Et voilà, enfin je suis pas bien. L'hospitalisation dure 6 mois. 6 mois de traitement inefficace. José n'en peut plus. Il prend la décision de faire appel à Exit. Je décide de convoquer les miens, mes parents, mes enfants, mes filleuls. Et je leur explique la situation. Je leur dis que concrètement, dans cet état, que je n'ai pas la force de continuer à lutter. Ben voilà. José est arrivé jusque-là. José a lutté jusque-là. Mais José n'a pas la force d'aller au-delà.
On l'a vu vraiment dépérir et vraiment être très mal. Donc, personnellement, ça a été vraiment très dur. Mais je lui ai dit, il le savait, que quoi qu'il fasse, j'étais derrière lui et j'aurais été jusqu'au bout avec lui s'il avait décidé de faire appel à Exit comme il avait prévu. C'est clair que c'est compliqué à entendre au début, parce que la mort, c'est pas quelque chose que tu prévois, c'est pas quelque chose que tu organises. Puis quand on te dit, ton propre père, il te dit qu'il a envie de partir, c'est pas facile, puis ça fait un coup. Moi, je l'avais vu pas comme un abandon, mais c'était de perdre mon papa comme ça, si vite et puis si nettement. Mais au final, je comprends pourquoi il a voulu prendre cette décision sur ce moment-là, et je peux pas lui en vouloir. L'équipe médicale n'a plus de possibilité de traitement à offrir à José. Elle fait alors appel à Christian van Delden. L'infectiologue pourrait bien détenir la pièce manquante. Les cliniciens n'avaient plus d'autres armes thérapeutiques à lui offrir et ils voulaient voir si je pouvais offrir autre chose. Après une relecture adéquate du dossier, j'ai simplement pu confirmer qu'ils avaient épuisé quelque part notre arsenal thérapeutique habituel et que la seule chose, c'était d'essayer toute autre chose, à savoir des phages. Le phage est un virus bactérien. Il est inoffensif pour notre santé puisque chaque type de phage ne tue qu'une bactérie spécifique. À l'aide de crochets, il se fixe à la surface de sa proie, puis il fait un trou pour injecter son matériel génétique. À peine entré, il détourne la machinerie cellulaire de son hôte pour se multiplier à toute vitesse. Au bout de 30 minutes, la bactérie explose en libérant des centaines de nouveaux phages. Chacun s'en va tuer une nouvelle bactérie. Pour José, c'est le traitement de la dernière chance. Il y a le professeur Van Delden qui vient et qui me fait justement cette proposition de phagothérapie. Il m'a expliqué que, au pire, ça ne pouvait pas aggraver la situation. Au mieux, ça pouvait me sauver. Donc je lui ai dit, bien sûr, on ne réfléchit pas 2 fois, on y va. Donc c'est un tapis de bactéries. Et à chaque endroit, tu as mis une goutte contenant les solutions de phage. Pour Christian van Delden et son équipe, il s'agit alors de trouver le phage actif sur la bactérie de José. Et ce n'est pas chose facile. En effet, la phagothérapie est de la médecine hautement personnalisée. Encore une fois, chaque phage s'attaque à une bactérie en particulier. Phages. Oui. Et on voit qu'il y a plein de phages sur cette souche-là. Avec les trous, partout, voilà, partout. Avec tous ces trous. Alors un que vrai là, fromage. On a cette souche-là qui n'a pas tiens, montré... là, on voit bien la différence. Là. Plein de trous et l'autre, beaucoup moins. Et l'autre, on reste avec un tapis bactérien qui n'est pas affecté. J'ai isolé... Le laboratoire des HUG teste ces phages sur les sécrétions de José, mais aucun n'est actif. Ils font appel à d'autres laboratoires dans le monde. Personne n'a le phage qui pourrait sauver José. Le soulagement viendra finalement des États-Unis. En collaboration avec le laboratoire et l'université de Yale, on a pu obtenir des phages purifiés pour notre patient qui étaient justement spécifiques pour lui, c'est-à-dire qu'on était sûr que le phage pouvait se lier et tuer la souche de bactéries qui infectait ce patient. José peut enfin recevoir le traitement, mais il n'est autorisé qu'à titre compassionnel, de dernier recours. Swissmedic n'autorise pas la phagothérapie. José doit donc signer une décharge au cas où ça tournerait mal. Vu l'enjeu, Christian van Delden tient à être présent lors du traitement. Ma grande crainte au départ, c'est que ça allait être presque trop efficace et puis que ça relargue des produits pro-inflammatoires qui se trouvent dans la bactérie et que ça aggrave son état respiratoire momentanément. Donc j'avais avec moi une infirmière anesthésiste, un chariot de réanimation pour intervenir le cas échéant sur le patient, et je vous avoue que j'étais inquiet, ça c'est évident. Malgré la tension, le geste est très simple. Les phages sont en suspension dans un liquide
que José respire grâce à un aérosol. L'inhalation ne dure que 15 minutes. À chaque bouffée, je me disais, ok, allez, va lui taper dessus. Va lui taper dessus. Et au bout de la 3e, 4e inspiration, j'ai senti une brûlure, une chaleur en moi, avec une grosse fatigue. Et oui, je me disais que oui, que ça pouvait me sauver. Au bout de la semaine de traitement, ça a été flagrant. J'avais plus de fièvre. Donc, à peine 3 semaines après, l'inhalation des phages, j'ai pu sortir. J'avoue que j'étais moi-même surpris du progrès, de l'amélioration spectaculaire qu'il a fait. On a pris des sécrétions journalières avant et après chaque phagothérapie. Dès 3-4 jours de traitement, en fait, il n'arrivait plus à nous produire des sécrétions, tellement il était mieux. Sa saturation s'améliorait, son syndrome inflammatoire s'améliorait, il n'avait plus de fièvre. On a continué en même temps avec des antibiotiques intraveineux, ça c'est important. Les phages ne remplacent pas l'antibiothérapie, c'est un complément à l'antibiothérapie. En fait, les bactéries peuvent devenir résistantes aux phages tout autant qu'elles deviennent résistantes aux antibiotiques. Donc on peut diminuer ce risque de résistance en maintenant une pression de sélection avec des antibiotiques en même temps. Donc je ne m'attendais pas à un résultat aussi spectaculaire, j'avoue. C'était vraiment quelque chose d'inespéré. Les phages ont été... Waouh! C'était la dernière chance. Voilà, exactement. Ça a été un changement mais radical, spectaculaire. Je vais dire, il est revenu, franchement, il est revenu d'entre les morts. C'est vraiment ça. C'est la vie qui lui a donné une 2e chance après tout ce qu'il a vécu. Pour moi, c'est un miracle, parce que quand ça s'est passé, on avait accepté, on s'était préparé à ce qu'on perde notre papa, un oncle ou son frère. Et puis c'est même moi aujourd'hui, je le crois même pas, parce que c'est un miracle, quoi. C'est magique. Et puis on a eu beaucoup de chance parmi notre malheur sur tout ça. Grâce à la phagothérapie, José Vidal a pu reprendre sa vie. Il donne aujourd'hui des cours à des jeunes en apprentissage. Bon, d'abord on fait le questionnaire, après on fait le container. Questionnaire, c'est lequel ? Mais José n'est pas à l'abri d'une rechute. Des bactéries sont peut-être encore logées dans le fond de ses poumons. L'idéal serait qu'il puisse recevoir une phagothérapie en préventif, mais pour l'instant, les phages ne sont pas reconnus comme traitement par Swissmedic. Il faudrait que tu viennes ici, que je puisse voir ce que tu as fait. Faut que tu dises, parce que j'ai la preuve vivante que ça a fonctionné, que ça fonctionne. Donc je comprends pas qu'une thérapie qui peut m'aider ou qui peut me sauver ne puisse pas m'être donnée parce que justement il manque un coup de tampon des autorités. C'est très frustrant. C'est parce qu'on m'a dit. C'est toi qui as pris le relais. L'absurdité du système, c'est que quelque part, il faut qu'on attende qu'il fasse une complication de nouveau pour avoir le droit de lui en redonner. Mais voilà, je ne jette pas du tout la pierre aux autorités sanitaires. Je comprends largement, la phagothérapie peut être utilisée de manière totalement inadéquate. On doit quand même d'abord être sûr qu'on ne fait pas du mal aux patients. Donc je comprends les réticences à autoriser sans études à large spectre avec de multiples patients dedans, d'utiliser quelque chose dans un but préventif et non pas dans un but compassionnel comme ça a été fait initialement. Pourtant, une fois purifiés en laboratoire, les phages n'ont pas d'effet secondaire. L'équipe de Christian van Delden a même démontré qu'ils disparaissaient après avoir tué toutes les bactéries. Les laboratoires tentent donc aujourd'hui de trouver des solutions pour pouvoir lancer des études cliniques à large échelle et convaincre ainsi les autorités sanitaires que les phages sont efficaces et inoffensifs pour l'homme et qu'ils doivent être enregistrés comme traitement. Le ciel m'est tombé sur la tête le 6 juillet.
Lésion au cerveau, direction urgence sur HUG, scanner thoraco-abdominal, lésion au sein, viscères, poumons, etc. Pour Béatrice Turner, tout est allé très vite jusqu'à cette hospitalisation en 2018. Les premiers symptômes ne sont apparus que quelques jours plus tôt. En allant au travail, j'avais une collègue qui me suivait et elle m'a interpellée. Elle m'a dit « Mais Béa, est-ce que ça va ?» Puis je dis « Oui, ça va bien. » Puis elle me dit « Mais tu marches très bizarrement. » Et ayant déjà des antécédents un peu compliqués au niveau de ma santé, quand on est arrivé au travail, elle m'a dit « T'appelles tout de suite ton médecin. » Donc j'ai appelé ma doctoresse qui m'a dit je vous prends un rendez-vous, vous allez faire un IRM. Donc le vendredi, je vais faire cet IRM. On est venu m'annoncer que j'avais en tout cas une très grosse lésion au niveau du cerveau, qu'il fallait l'enlever assez urgemment. Sans attendre, on lui retire une tumeur de 3 cm de diamètre. Celle-ci est analysée, c'est une métastase. En effet, 2 ans auparavant, on lui avait retiré un mélanome dans le dos, sans autre traitement. Béatrice est convoquée par un panel d'experts. On lui annonce qu'elle souffre d'un mélanome métastatique, les suites de son cancer de 2016. On m'a parlé de cancer de la peau, que c'était un cancer très grave, qu'il était déjà très avancé, que j'avais des métastases partout, et puis que c'était pas un cancer qui se guérit, c'était vraiment... Pour vous dire, moi, j'ai pris en fait des dispositions assez vite en me disant, mais mon Dieu, si dans 3 mois je suis plus là, il faut que je mette les choses en place parce que j'ai 3 enfants, je peux pas les laisser comme ça avec tout. Il fallait mettre les choses en place. Funérailles. Alors, il y avait une chanson que je voulais, c'était Une mère de Linda Lemay. Je voulais que seules les personnes qui voulaient parler parleraient. Je voulais être incinérée. Voilà. Ah, j'avais été loin. Béatrice accepte tout de même de suivre un traitement. Les spécialistes du cancer lui proposent une radiothérapie, mais surtout une immunothérapie sur 2 ans. L'arsenal thérapeutique contre le cancer a toujours été très étoffé. On a eu les chimiothérapies, puis les thérapies ciblées, on a la radiothérapie, on a toutes sortes de modalités de traitement. Et puis depuis quelques années est apparue l'immunothérapie, qui est une nouvelle modalité extrêmement intéressante, qui est très différente parce qu'elle n'attaque pas directement la cellule cancéreuse, mais elle essaie de reprogrammer notre système immunitaire, le système qui nous défend contre les virus, les bactéries, pour l'aider à lutter contre les cellules cancéreuses. Pour qu'un cancer évolue, il a besoin de trouver une astuce pour échapper au système immunitaire. En sachant ça, le but de l'immunothérapie, c'est de redonner des armes au système immunitaire pour lutter contre la tumeur. En principe, on essaye d'activer ce qu'on appelle les lymphocytes T. C'est une de ces cellules du système immunitaire. On peut imaginer que ces cellules, elles ont la capacité intrinsèque de pouvoir reconnaître et éliminer les cellules tumorales, mais en même temps, elles ont des freins qui empêchent ces cellules de faire leur travail. En effet, les lymphocytes T ont plusieurs freins, dont la protéine PD1 qui les empêche d'éliminer les cellules cancéreuses. Lorsqu'on injecte une immunothérapie, le médicament, les anticorps anti-PD1, vont venir se lier à ces freins et réactiver les lymphocytes T. Ceux-ci vont ensuite pouvoir éliminer les cellules tumorales. Béatrice reçoit donc une immunothérapie toutes les 2 semaines, son seul atout contre le mélanome métastatique. Régulièrement, elle passe des examens pour voir l'évolution des tumeurs. Au bout de 9 mois, en fait, mon oncologue, elle m'a reçue dans son bureau et puis elle avait le sourire jusque-là. Et puis elle me dit « Mais madame, c'est incroyable, vous êtes une miraculée, il n'y a plus rien. » Puis moi, je la regarde. Puis je dis « Mais non, mais... »
Elle me dit, mais je vous promets, il n'y a plus rien. Ni dans le cerveau, ni plus rien. On voit plus rien. Même elle avait les larmes aux yeux. Enfin, c'était... Non, c'était juste incroyable. Incroyable, vraiment. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait à ça. Enfin, voilà, c'était vraiment un petit miracle. Après 9 mois seulement de traitement, Béatrice entre en rémission. Elle peut reprendre une vie normale. Alors, sans gluten. Malheureusement, 1 an après, elle fait une récidive. Les médecins lui proposent alors une double immunothérapie. L'idée du traitement est d'activer davantage les lymphocytes T. Pour cela, le médicament va non seulement lever le frein PD1, comme dans l'immunothérapie simple, mais cette fois, Béatrice va recevoir un anticorps supplémentaire pour agir sur un autre frein, le CTLA4. 4 séances sont prévues, mais Béatrice fait rapidement une réaction très forte à cette double immunothérapie. Et au bout du 3e traitement, en fait, je me suis retrouvée vraiment pas bien, au point où je pouvais plus manger, je pouvais plus boire, tout ressortait. Et puis là, j'ai dû être hospitalisée un peu en urgence. J'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai souvenir d'être restée presque 3 semaines. Déjà, il fallait me réhydrater. J'étais très faible, évidemment, et l'intérieur de mon estomac était en sang. Je sais que ça a aussi touché ma fonction rénale. Voilà, il y a eu pas mal de choses à remettre en place. Béatrice a donc frôlé la mort, mais elle a pu être correctement prise en charge. Cette réaction est bien connue des oncologues. Il s'agit d'une toxicité. Cela arrive quand le système immunitaire est trop sollicité. Les globules blancs qu'on va stimuler, les lymphocytes, peuvent s'attaquer au corps, peuvent s'attaquer par exemple au foie, au côlon, à différents organes, et donc un risque important d'une atteinte d'organes qui peut vraiment aller jusqu'à la destruction de l'organe. Donc il faut réagir rapidement, empêcher ce mécanisme de continuer. On peut par exemple donner de la cortisone, il y a différentes modalités pour essayer de stopper ça, mais c'est un des soucis de l'immunothérapie. Il faut être extrêmement vigilant avec ces risques d'auto-immunité qu'on peut induire par notre traitement. Mais cette toxicité est aussi un bon signe. Cela montre que le système immunitaire réagit et combat le cancer. Béatrice n'a fait que 3 séances d'immunothérapie et pourtant le traitement a agi. Elle continue d'être suivie régulièrement et ce jour-là, elle a rendez-vous avec ses oncologues pour recevoir le résultat de son dernier contrôle. C'est des résultats qui nous encouragent beaucoup pour la suite. Donc vous avez une majorité de chances d'être guéri. Vous avez des questions, des précisions donc vous souhaiteriez avoir? En fait, j'ai juste une question, mais qui est par rapport au départ de la maladie. À droite, c'est la situation de départ. Vous voyez ce qui est en blanc, c'est ce qui est anormal, c'est les lésions du mélanome. Et puis à gauche, c'est la situation actuelle du dernier contrôle. En fait, on voit que les lésions qu'on avait ont complètement disparu et puis qu'il n'y a aucune nouvelle lésion. Donc on voit probablement cet effet protecteur de la double immunothérapie qui fait que la maladie n'est pas revenue et probablement qu'elle a été éradiquée complètement au niveau cérébral et au niveau systémique aussi. D'accord. Parce qu'au dernier contrôle, l'oncologue m'a dit qu'en fait, j'étais encore sous l'effet de la double immunothérapie, que c'était encore efficace. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est la mémoire immunitaire. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le traitement que vous avez eu n'est pas dirigé contre la tumeur directement, mais sert à stimuler le système immunitaire. Et le système immunitaire, vous allez le garder toute votre vie. Donc en fait, l'immunité qu'on a aidé à construire avec ces traitements, vous allez la garder avec vous tout le temps. Et c'est probablement ce qui vous protège encore maintenant et ce qui fait qu'on peut espérer vraiment une éradication de la maladie parce que le système immunitaire continue à veiller. Et s'il y a une cellule qui a été passée entre les mailles, eh bien, tôt ou tard, elle va se faire attraper. D'accord. J'ai quand même toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. C'est comme ça que je le vis.
Vous n'arrivez pas à vous considérer comme guérie? Non. Pourquoi? Je sais pas. C'est... Parce que c'est trop beau. Enfin, c'est... Ouais, je sais pas, franchement, j'ai pas encore réussi à intégrer la notion de guérison, vraiment guérison. Si l'immunothérapie change la donne pour les patients atteints d'un mélanome métastatique, un cancer non guérissable jusqu'ici, elle est aussi révolutionnaire pour les oncologues. Ils ont un outil de plus dans leur arsenal thérapeutique. Je dois dire, personnellement, quand j'ai commencé à travailler dans le mélanome, on avait une chimiothérapie qui probablement n'avait pas d'impact sur la survie. Donc on n'avait pratiquement aucun patient qu'on arrivait à guérir d'un mélanome métastatique. Et maintenant, probablement qu'on en guérit plus de 50%. Donc c'est une révolution exceptionnelle. On le vit tous les jours en entrant dans des box, en voyant des patients et en se rendant compte qu'ils vont bien, qu'ils n'ont plus de traitement, que ça fait 5 ans qu'ils ont arrêté leur thérapie. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel à vivre. La nouvelle qui nous réjouit moins, c'est que malheureusement, dans d'autres types de cancers, ça ne marche pas encore aussi bien. Donc il y a beaucoup de recherche à faire, il y a beaucoup de travail à faire pour maintenant arriver à avoir le même type de bénéfice dans d'autres types de cancers que le bénéfice qu'on a pu obtenir ces dernières années dans le mélanome. Sur l'arc lémanique, la recherche est particulièrement active. Si on a d'une part la détection... Depuis 2018, Lausanne accueille un pôle de recherche sur le cancer, le centre Agora. Ici, la recherche est translationnelle. Les spécialistes travaillent main dans la main, qu'ils soient chercheurs ou cliniciens. Je crois que les idées naissent souvent de discussions qu'on a, où il y a l'angle de la recherche, l'angle de la clinique, et c'est vraiment en mettant les deux ensemble qu'on fait vraiment avancer nos projets. Donc c'est des discussions qu'on a régulièrement. La réalité clinique, pour nous, elle est très importante à connaître en tant que chercheur. Donc savoir exactement ce qui se passe chez le patient nous permet de faire la recherche qui est la plus judicieuse possible pour faire bénéficier aux patients nos recherches le plus vite possible. Aujourd'hui, la recherche tente de comprendre comment fonctionnent les tumeurs, quelles sont les caractéristiques qui leur permettent d'échapper au système immunitaire. Le but est en quelque sorte de dresser une carte d'identité pour chaque type de tumeur. Et cela est sur le point de révolutionner les traitements. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est plus pertinent de définir une tumeur par rapport à ses caractéristiques moléculaires ou cellulaires que par rapport à leur origine, si elles sont issues de la peau ou du pancréas, etc. Donc le choix thérapeutique va de plus en plus être dicté par ses caractéristiques moléculaires ou cellulaires. Dans ce sens-là, on peut imaginer qu'un cancer du poumon et un cancer de la peau, chez deux patients distincts, pourraient bénéficier du même traitement, alors que deux cancers du poumon, chez deux patients différents, devraient avoir des traitements différents. À terme, on aimerait pouvoir donner le bon traitement au bon moment au bon patient. C'est ce qu'on appelle l'oncologie de précision, qui en est encore à ses balbutiements. Plus les chercheurs auront de données cliniques, plus les traitements pourront être personnalisés. Parfois, il arrive que les chercheurs et cliniciens se trouvent face à des cas très surprenants, des situations particulièrement intéressantes pour la recherche. C'est le cas d'un patient qu'on traitait sous immunothérapie qui malheureusement ne bénéficiait plus de l'immunothérapie, donc sa maladie progressait clairement. Et on avait un essai clinique qu'on pouvait lui proposer, mais il y a eu un délai de 2-3 mois. Et en fait, en refaisant le scanner pour voir comment avait évolué la maladie avant de commencer l'essai clinique, on s'est rendu compte que la maladie avait énormément régressé. Et donc on a repris toute l'histoire du patient, on a essayé de comprendre, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait eu une infection Covid importante entre les deux, et on a du coup attribué cette évolution très particulière, malheureusement assez rare, à l'infection Covid. Alors c'est un cas extrêmement passionnant.
Comme il est rare, il est toujours difficile d'établir un lien de causalité entre les deux événements, ici l'infection et la guérison du cancer, mais on peut faire des hypothèses. Et là, de nouveau, on peut imaginer que le système immunitaire est impliqué. Peut-être que lors de cette réponse immunitaire liée au Covid, cette réponse immunitaire a également pu être, d'une certaine façon, antitumorale. Donc, comprendre mieux ces mécanismes pourrait ouvrir la porte à des traitements qui pourraient être bénéfiques à d'autres patients. Ce patient a donc en quelque sorte bénéficié d'une immunothérapie naturelle. Chaque guérison extraordinaire permet une meilleure compréhension de la maladie, un espoir de traitement. Mais en se faisant traiter, tous les patients se mettent finalement au service de la recherche. Grâce à eux, la médecine pourra offrir une meilleure prise en charge aux patients de demain.